Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui reviennent d'un long week-end de 4 jours et qui poursuivent leur rattrapage. Wall Street a redémarré la semaine hier avec une belle séance haussière et dans son sillage, on voit donc les indices européens qui montent et qui montent sur des niveaux historiques. Quand on regarde l'indice large Stoxx 600 qui représente les 600 plus grandes capitalisations en Europe, zone euro et hors zone euro, cet indice Stoxx 600 atteint des niveaux records aujourd'hui, effaçant donc techniquement la crise boursière générée par le Covid l'an dernier. Le Stoxx 600 évolue à plus de 435 points aujourd'hui. Et puis parmi les indices européens qui ont poursuivi leur rattrapage, on notera le CAC 40 qui n'était pas encore techniquement revenu sur ses niveaux d'avant-crise. C'est chose faite en ce mardi matin avec un CAC 40 qui évolue autour de 6150 points, son plus haut depuis la crise pandémique, son plus haut même depuis l'été 2007. Notez que le DAX en Allemagne, lui, poursuit sur ses records puisque l'indice allemand avait déjà récupéré des niveaux records depuis quelques temps maintenant. L'événement du jour, ce sont les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, organisées à nouveau à distance cette année, qui commencent et qui vont se prolonger tout au long de la semaine. Le FMI d'ailleurs livrera ses nouvelles prévisions économiques pour l'ensemble des grandes économies mondiales cet après-midi. Ce sera un point d'attention pour les marchés, même si les investisseurs ont déjà pris acte qu'on avait une mécanique implacable de révision à la hausse pour la croissance de l'économie américaine cette année et à la baisse sans doute pour la croissance de l'économie européenne. On a vu le gouvernement français qui actait effectivement d'une nouvelle période de restriction prolongée avec une prévision de croissance abaissée d'1 point pour cette année qui passe donc de 6 à 5% pour la France. Les prévisions du FMI, ce sera à suivre tout à l'heure. Et puis ces réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale seront sans doute l'occasion pour les grands argentiers, les grands gouvernants du monde de discuter d'un impôt minimum mondialisé puisque c'est chose faite. Les États-Unis affichent leur U-turn fiscal, leur renversement en matière de stratégie fiscale. Les États-Unis sont prêts à revenir à la table des négociations de l'OCDE pour mettre en place un impôt minimum, une taxe minimum au niveau mondial pour les grandes multinationales. C'est la volonté qui a été affichée notamment par la secrétaire américaine au Trésor hier, Janet Yellen. Mais d'abord, les infos clés de cette séance, une séance qui marque une nouvelle étape dans la récupération des indices boursiers un an après la crise boursière générée par la pandémie, puisque le Stoxx 600 est au plus haut historique, revenu sur ses niveaux d'avant-crise. Une séance de hausse donc à la mi-journée. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui se maintient au-dessus de son pic de février 2020, à savoir au-dessus des 6111 points. Le CAC 40 qui évolue d'ailleurs dans le vert depuis l'ouverture dans le sillage des indices américains qui ont clôturé dans le vert de leur côté hier alors que Wall Street était ouvert. Le Dow Jones et le S&P 500 touchant même de nouveaux records portés par les records de l'indice ISM manufacturier en fin de semaine dernière, mais aussi par celui des services publié hier. L'indice ISM des services donc ressort à 63,7 points, soit largement au-dessus des attentes des analystes et en nette progression par rapport aux 55,3 points du mois de février. L'indice parisien qui réagit également comme les indices américains aux chiffres du département du travail aux États-Unis qui ont fait état de 916 000 créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier, soit leur plus haut niveau depuis août dernier et surtout un niveau largement au-dessus des attentes des analystes qui anticipaient 650 000 créations d'emplois. En ce qui concerne le taux de chômage dans le pays, celui-ci a légèrement reculé de 0,2 points exactement pour se stabiliser à 6% de la population active. En zone euro, le taux de chômage reste stable de son côté à 8,3% au mois de février, soit exactement le même niveau qu'au mois de janvier. Et du côté des statistiques en Asie, à présent, l'indice PMI Caixin dans le secteur des services en Chine progresse à 54,3 points contre 51,5 points en février. Cela n'a pas empêché les différents indices chinois de clôturer dans le rouge alors que la Banque centrale chinoise a demandé aux banques du pays de limiter le nombre de crédits octroyés jusqu'à la fin de l'année selon Bloomberg.
En ce qui concerne les taux, à présent, on notera que le rendement d'État à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,71% à la mi-journée, alors que Janet Yellen déclarait hier devant le Chicago Council on Global Affairs que, selon elle, le plan de relance de Joe Biden ne devrait pas générer de tensions inflationnistes. Janet Yellen qui, dans le sillage du discours de Joe Biden la semaine dernière sur le volet de financement de son plan d'infrastructure, a plaidé pour l'instauration d'un taux minimum d'imposition pour les entreprises au niveau international. Du côté des valeurs à présent, on notera tout d'abord l'accord de la Commission européenne d'un nouveau plan d'aide concernant Air France qui pourrait aller jusqu'à 4 milliards de dollars en échange de l'abandon de 18 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. Cette aide devrait prendre la forme d'une conversion du prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros octroyé par l'État français en dette super subordonnée, complétée d'une augmentation de capital d'1 milliard d'euros. Une augmentation de capital qui sera subordonnée aux conditions de marché et à l'accord de l'AMF. Suez annonce de son côté être prêt à rencontrer le PDG de Veolia afin de trouver une solution négociée à son rachat par Veolia. Et Sodexo annonce de son côté avoir signé un partenariat avec Uber Eats au niveau mondial pour permettre aux détenteurs de la carte Sodexo de payer directement sur l'application. Enfin, on notera également que l'annonce d'une perte de 4,4 milliards de francs suisses qui pousse Crédit Suisse à revoir à la baisse son dividende au titre de l'exercice 2020 et également l'annonce du départ de 2 dirigeants de la Banque suisse ne pèse pas sur le secteur bancaire en Europe. On notera notamment en France que Société Générale, BNP Paribas ou encore Crédit Agricole évoluent tous les 3 dans le vert à la mi-journée. Et pour finir ce point à la mi-journée, on notera que le pétrole est juste au-dessus des 63,5 $. On notera que l'once d'or est elle juste au-dessus des 1700 $. On notera que l'euro-dollar, lui, est juste au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro, montrant toujours un renforcement donc de la devise dollar par rapport à l'euro. Et du côté des rendements, on en a parlé aux États-Unis tout à l'heure, mais du côté des rendements en Europe à présent, l'OAT à 10 ans en France est de son côté à moins 0,05% à la mi-journée, tandis que le Bund allemand et lui aux alentours de moins 0,3%. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et Sébastien Dru qui est avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais qu'on parle avec vous du U-turn fiscal des États-Unis sur le plan domestique, sur le plan international également. Mais d'abord, un mot de la vigueur de l'économie américaine en ce début de second trimestre. Bastien, c'est vrai que les derniers indicateurs sont quand même très forts, très largement au-delà des attentes des économistes de marché. Je peux citer l'emploi du mois de mars qui atteint quasiment 1 million de créations d'emplois sur le mois écoulé, bien au-delà de ce que le marché imaginait. Et même topo du côté de l'enquête de conjoncture réalisée auprès des directeurs d'achat pour la partie service, l'ISM Service, qui est sorti hier sur un plus haut historique, en tout cas un plus haut depuis que cet indicateur existe depuis 1997. Bastien, qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent? Est-ce qu'on est bien dans le scénario d'une économie américaine qui a déjà penser ses plaies et retrouver ses niveaux d'avant-crise? Bon, c'est vrai qu'on a des chiffres tout à fait exceptionnels aux États-Unis. L'ISM Service, comme vous venez de le dire, est au plus haut depuis sa création en 97. Si on prend l'ISM manufacturier, donc pour les conditions industrielles, on est au plus haut depuis 1983. Donc on a quand même des chiffres qui sont, enfin des enquêtes en tout cas, qui sont très impressionnantes. Ça commence à être corroboré par des chiffres durs. Ce qu'on a pu voir notamment vendredi, c'était que les ventes de voitures pour le mois de mars avaient atteint leur plus haut niveau depuis 3 ans et demi. Donc c'est remarquable également, et ça commence à se voir aussi au niveau du marché de l'emploi avec un peu plus de 900 000 créations d'emplois sur le mois de mars. Et on peut penser que ça va être encore plus fort sur les mois d'avril et de mai, notamment parce qu'il peut y avoir des rattrapages très importants dans tout ce qui concerne les bars, les restaurants et peut-être aussi dans l'emploi gouvernemental, parce que avec dans le cadre du plan de 1900 milliards qui a été adopté lors du mois de mars, il y avait du financement pour les collectivités locales qui vont pouvoir réembaucher. Et donc on peut s'attendre à des créations d'emplois qui soient sans doute encore plus fortes sur les mois d'avril et de mai. Je dirais qu'il y a 2 facteurs derrière cette embellie. Il y a évidemment
le stimulus budgétaire qui est quand même extrêmement puissant aux États-Unis. Là, les chèques de $1 400 ont été versés sur la deuxième quinzaine du mois de mars. Donc évidemment, ça vient stimuler la consommation. Et le deuxième facteur, c'est la réouverture, tout simplement. Il y avait eu des mesures de restrictions sanitaires assez fortes qui avaient été prises aux États-Unis en décembre et en janvier. C'était le moment de la troisième vague. Et elles ont commencé à être assouplies sur le mois de février, et on commence à avoir vraiment des signes tangibles d'une réouverture effective de l'économie américaine. Si on regarde par exemple les réservations dans les restaurants, on était au début de l'année 50% en dessous des niveaux qui prévalaient hors crise, et actuellement on est revenu à moins 20% par rapport au niveau hors crise. Donc là il y a quand même une réouverture qui se fait quand même très très rapidement, et c'est aussi corroboré par tout ce qu'on peut voir au niveau des vols intérieurs. Là on a aussi une très très forte accélération en ce qui concerne le nombre de vols intérieurs. Donc on voit bien que cette réouverture elle est en train de se mettre en place. Et je dirais que pour terminer sur ces deux facteurs, que ce soit les stimulus budgétaires et sur la réouverture, on creuse, le fossé se creuse entre les États-Unis et l'Europe. Oui. On n'entrera pas dans la comparaison avec vous, Bastien, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Je voulais qu'on reste encore un peu sur la partie américaine. Est-ce qu'on peut imaginer, donc, le plan massif de soutien est en train de porter ses fruits. L'administration Biden a engagé le plan de relance sur le plan politique, au moins. On sait que les discussions vont être longues et que c'est un plan de plus de 2000 milliards qui va être déployé sur plusieurs années, bien sûr, et donc les retombées concrètes seront à mesurer sans doute ultérieurement. Mais est-ce que ce plan de relance, déjà, va amener un choc de confiance supplémentaire pour l'économie américaine, notamment à travers le canal de l'investissement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit déjà imaginer pour cette année, Bastien? Alors, ça va prendre un peu de temps. Ce qu'on peut voir, c'est que la Chambre des représentants, et notamment sa responsable Nancy Pelosi, indique qu'on aurait peut-être les premiers votes au sujet de ce plan d'infrastructure au début juillet. Donc, je pense que ça va prendre encore pas mal de temps. Il y aura encore pas mal de négociations pour le contenu des dépenses, puis ensuite pour le financement du plan, ce qui ne va pas être une mince affaire. Ce qu'on peut voir, c'est que les priorités ont été dévoilées. L'objectif, c'est notamment 100% de production d'électricité décarbonée d'ici 2035. Aussi un effort puissant fait sur les véhicules électriques. Il y a aussi tout l'investissement qui concerne l'accompagnement vieillesse. Donc là, on commence à voir vraiment les grands axes de ce plan d'infrastructure. Ça va très certainement générer des effets d'entraînement en ce qui concerne l'investissement privé. Et je pense qu'on a vraiment, si ce plan est passé, un coup de fouet pour la croissance américaine sur les années qui arrivent. Il ne s'agira pas d'un effet de court terme. On sera vraiment sur un impact d'assez long terme. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est finalement, au-delà des aspects croissance et des aspects de production, c'est aussi qu'il y a un accent très très fort qui soit mis sur la décarbonation de l'économie et sur une meilleure gestion du vieillissement de la population. Et ça, c'est vraiment particulièrement important. Alors après... il y a l'administration qui dit que grâce à ce plan, il y aura 19 millions d'emplois qui vont être créés. Bon, là-dessus, je pense que c'est probablement davantage d'une histoire une ambition politique, on va dire. Ouais, j'aurais plutôt dit qu'il y avait une part de communication, parce que sur ces 19 millions de créations d'emplois, il y aura, même sans le plan, il y en aurait eu un certain nombre, parce que de toute façon, il y aura eu de nouveaux investissements qui auraient été faits dans les énergies vertes qui créent beaucoup d'emplois. Donc là, je pense qu'on est davantage dans la politique plus qu'autre chose, mais ce qui est sûr, c'est que ça va créer des millions d'emplois, ce plan d'infrastructure. Et vient donc la question de la fiscalité, le troisième étage de la stratégie économique américaine. Il y a eu le soutien, la relance et la question du financement de la relance qui passe par la fiscalité. Quand vous regardez la volonté politique de l'administration Biden, portée notamment par Janet Yellen sur ces questions de fiscalité, Bastien, est-ce que vous vous dites qu'il y a un vrai U-turn de la part des États-Unis sur la question de la taxation des entreprises notamment, avec l'idée
à la fois de remonter le taux d'imposition des sociétés sur le plan domestique et également de verrouiller la question au niveau mondial en apportant un soutien aux travaux de l'OCDE sur la recherche d'un impôt minimum mondialisé. Est-ce que c'est un vrai renversement de situation du point de vue américain ? En tout cas, il y a le potentiel. Donc le plan d'infrastructure, il devrait se faire en deux parties. Et ce dont on parle pour l'instant, c'est la première partie. Et elle sera financée a priori uniquement par des hausses d'imposition des entreprises. Et donc là-dessus, il y a deux volets qu'il faut bien essayer de distinguer. Il y a la fiscalité des entreprises américaines et ensuite il y a la fiscalité des multinationales en général, qu'elles soient américaines ou non. Donc sur ce qui concerne la fiscalité des entreprises américaines, il y a le relèvement du taux d'imposition de 21 à 28%. Et aussi, il y a deux autres points qui sont importants. Il y a le fait qu'il y aurait la création d'un impôt minimum de 15% sur les revenus des entreprises, alors qu'il y a des rapports qui montrent il y a eu un rapport qui a été publié récemment qui montrait qu'il y a 55 entreprises du S&P 500 qui n'avaient payé aucun impôt fédéral en 2019. Donc ça pourrait avoir pas mal de conséquences. Puis ensuite, il y a tout ce qui concerne l'imposition des profits réalisés par les entreprises américaines à l'étranger, qui sont actuellement taxé à 10,5% et on parlerait d'un taux qui serait doublé à 21%. Et surtout, ça s'appliquerait pays par pays, ce qui porterait un vrai coup aux paradis fiscaux. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne la fiscalité des entreprises américaines. Donc ça peut être assez puissant. Ça peut pénaliser les entreprises qui ne payent aucun impôt fédéral. C'est assez clair. Mais cette fois-ci, là-dessus, il faut être relativement prudent parce qu'il y a quand même certains des sénateurs démocrates qui restent assez prudents, qui considèrent qu'il ne faut pas remonter trop rapidement l'imposition des entreprises et donc il y a quand même une petite incertitude à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est ce qui concerne la fiscalité des multinationales, qu'elles soient américaines ou non. Et là, il y a un vrai changement de mentalité au moins parce que il y avait des travaux qui avaient été menés par 140 pays sous l'égide de l'OCDE pour essayer de mettre en place une taxation minimale des profits des multinationales et les États-Unis étaient sortis des négociations. Donc là, on voit que les États-Unis vont revenir dans les négociations. Mais encore une fois, c'est des négociations qui vont prendre pas mal de temps. Ça peut être très très puissant, c'est très intéressant. Mais donc voilà, c'est des négociations qui se font à 140 pays et les résultats, on les verra pas demain ni après-demain. Ça va prendre quand même un peu de temps. Mais c'est quand même c'est un renversement de situation de ce point de vue-là. C'est un logiciel très différent de ce qu'on a connu les dernières années aux États-Unis sur le plan de la fiscalité. Ah oui, c'est l'administration de Trump avait complètement été sortie des négociations en ce qui concernait la taxation minimale au niveau global des multinationales. Et donc rien que le fait que Janet Yellen indique que les États-Unis reviennent dans les négociations, c'est un énorme changement de mentalité et ça peut avoir des conséquences importantes, quoi. Donc après, je dis juste que les résultats, on les verra pas forcément rapidement. Merci beaucoup Bastien. Merci pour votre éclairage sur ces questions économiques, ces questions fiscales aussi qui ont attrait à l'économie américaine aujourd'hui. Bastien Druck qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Et regardons à présent d'un peu plus près les enjeux de marché, les enjeux boursiers avec Eric Turgeman qui est avec nous par téléphone, lui aussi le directeur de la gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot parce que la journée marque une nouvelle étape dans la récupération boursière depuis le violent trou d'air de la crise pandémique il y a un an, puisque désormais le grand indice européen Stoxx 600 est revenu sur ses plus hauts d'avant-crise, c'est-à-dire sur ses plus hauts historiques, Eric, avec un peu de retard, de décalage par rapport à d'autres grands indices mondiaux. Que vous inspire cette situation et désormais quels sont les enjeux auxquels les investisseurs vont faire face pour les prochains mois, pour le nouveau trimestre qui commence? Oui, c'est très impressionnant parce qu'effectivement tous les indices sont au plus haut. Quand on prend le DXY Global World, qui est vraiment le plus large, il a rebondi de 70% depuis les plus bas en un an maintenant, depuis mars dernier. Et en Europe, là, si on prend le Stoxx 50 coupon investi, un total return, il y a plus 55.
Et effectivement, tout est au plus haut. Alors, en fait, il y a 6 mois, quand on était un peu dans le creux de la vague, on disait il y a 4 ou 5 risques. Le premier, c'était le risque de rechute en récession, donc un risque sanitaire, évidemment, qui était plus présent. Et puis, à l'époque, on parlait des élections américaines, du Brexit, des régulations fiscales éventuellement sur les GAFAM, et je reviendrai là-dessus, notamment par rapport à ce qu'on vient de dire là, dans votre intervenant précédent. Régulations fiscales sur les GAFAM parce qu'elles sont trop riches, trop puissantes, elles sont trop tout en fait. Voilà. Et puis le 5e risque, on n'en parlait pas beaucoup, enfin c'était quand même éventuellement, c'était une tension éventuellement sur les taux. Et à l'époque, le taux américain était en dessous de 1%. Donc voilà, c'était un mini-risque. Alors, bon, pourquoi les marchés sont aujourd'hui au plus haut parce qu'on a vraiment le meilleur... Alors d'abord, tous les risques annexes, Brexit, élections US, on n'en parle plus. La rechute en récession due à la crise sanitaire, en fait, nous on est en plein dedans, parce qu'on reconfine en France, mais globalement, les marchés regardent un peu plus loin et considèrent que c'est fini. Alors ça peut paraître étrange quand on dit ça sur une chaîne française, mais qu'on soit déconfiné en mai, en juin ou en juillet, à la limite, ça n'a pas une grande importance pour les marchés qui considèrent que de toute manière, la crise est derrière nous, sauf s'il y avait un nouveau variant qui n'est pas pris en charge par les vaccins, ou éventuellement que les personnes vaccinées rechutent. Pour l'instant, on a pas mal de recul avec Israël, qui a un vacciné, et on se rend compte qu'il n'y a pour l'instant pas de mauvaise surprise. Donc, les marchés, qu'est-ce qu'ils constatent? Que l'économie repart fortement, avec une accélération de la croissance, et que les taux restent bas. Alors, normalement, il y a une trentaine d'années, ou un peu plus quand j'ai commencé, quand on avait comme ça une croissance très très forte, une activité qui rebondissait fortement et des tombereaux de liquidités qui venaient sur la table, ça générait de l'inflation ou au moins des craintes d'inflation et des taux montés. Alors à l'époque on disait good news is bad news parce que si les taux montaient évidemment ça pesait sur les marchés actions. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a à la fois une très forte croissance, une activité qui repart fortement, des liquidités qui inondent la planète et des taux qui ne montent pas. Voilà. Donc ça, c'est évidemment le cocktail explosif et très positif pour les marchés. Ça veut dire, Eric, vous êtes quand même rassuré sur cette histoire d'inflation, parce que ça fait quand même des mois qu'on en parle et que c'est le sujet de débat, alors chez les économistes d'une part, mais chez les intervenants de marché d'autre part, la crainte qu'il y ait des anticipations d'inflation qui se mettent à déraper. On les a vues remonter, ces anticipations d'inflation, évidemment aux États-Unis en premier lieu, mais vous dites, à ce stade, ça reste tout à fait modéré et acceptable, surtout par rapport au niveau de croissance qu'on a. On a peut-être vu le pic de ces anticipations, de ce stress lié au risque du retour d'inflation, vous dites? Pas totalement. Non, pas forcément. Il y a pour l'instant, il n'y a pas une grosse inflation, honnêtement, dans les données. Bon, il y a eu un petit peu de tension avec notamment la hausse des matières premières et quelques hausses salariales aux États-Unis. On ne peut pas dire qu'il y ait de l'inflation. Parce qu'il y a des tendances très déflationnistes qui sont durables et structurelles. Voilà, on en parle beaucoup, on ne va pas y revenir, mais notamment la démographie et l'essor de la technologie, de la robotisation qui pèse sur notamment les salaires et l'emploi. Donc ça, c'est des tendances très dures et très durables et très longues. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inflation. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on peut effectivement mettre des liquidités dans le système, que ce soit de la part des banques centrales ou des gouvernements qui empruntent gratuitement et puis qui restent gratis, parce que finalement, on vous donne des liquidités. Si vous jouez au Monopoly et qu'on vous donne comme ça des tas de billets au Monopoly, vous achetez des hôtels sur les cases. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de limite parce qu'en théorie, il n'y a pas de limite au bilan des banques centrales. La limite, pour moi, elle est dans éventuellement une perte de crédibilité justement dans les monnaies et dans les banques centrales. Alors,
ceux qui effectivement s'opposent à cet argument vont dire, mais de toute manière, comme tout le monde fait la même chose au même moment, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de crainte sur une monnaie en particulier. C'est-à-dire, si les États-Unis étaient les seuls à faire ça, le dollar s'écroulerait. Ou inversement, si les Européens étaient les seuls. Là, tout le monde le fait en même temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas finalement, il n'y a pas de variation énorme monétaire comme sur le marché d'échange. On est collé à 1,19, 1,18 sur l'euro-dollar. Mais 1,19, c'était le niveau qui était le sien quand on a créé l'euro en 1999. Bon, donc il n'y a pas de grande variation parce que tout le monde fait la même chose. À un moment donné, le risque, il est, si on avait de l'inflation, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, qu'on se dise, finalement, les banques centrales ne font rien, parce que les banques centrales, quel est le discours? Le premier, c'est de dire, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inflation. Pour l'instant, elles n'ont pas complètement tort. Et le discours aussi, c'est de dire de toute manière, même s'il y avait de l'inflation, on la laisserait filer et on maintiendrait les taux à ce niveau-là. Parce que de toute manière, c'est un des trois moyens de réduire l'endettement réel. L'endettement aujourd'hui, il est colossal et normalement, il ne peut pas être remboursé. Le seul moyen de le rembourser, c'est effectivement de faire perdre de la valeur à cet endettement en laissant filer l'inflation. Donc je pense que les banques centrales sont tout à fait contentes avec ça. Et au contraire, il n'y en a pas assez. Le deuxième moyen de résoudre le problème de l'endettement, c'est la croissance très forte. Parce que si on avait une croissance très très forte et durable, évidemment, ça fait des taxes, etc. Et puis donc ça permet d'effacer un peu les dettes. Mais la croissance très durable, structurellement, on a du mal à y croire. Parce qu'on va revenir à ce qui était le cas en 2019. C'est-à-dire là, on a un rebond massif, mais qui fait face à l'effondrement qu'on a vu en 2020. Et puis, la troisième solution, effectivement, pour régler le problème des dettes, c'est de les restructurer. C'est de les effacer. C'est ce qu'on a fait avec la Grèce, on faisait avec l'Argentine, etc. Donc l'inflation, c'est une certaine solution. Voilà. Donc est-ce que c'est fini? Pas forcément. La question de l'inflation, c'est une question qui va nous accompagner encore quelques temps sur les marchés, tant qu'on n'y verra pas plus clair effectivement sur le nouveau régime économique qu'on peut attendre, notamment aux États-Unis. Rapidement pour conclure, Eric, parce que vous vouliez en dire un mot plus précis, la régulation des GAFAM et la question de la fiscalité mondiale. Il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que ça vous inspire, Eric? Ouais, ce qui m'inspire, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a trois choses. D'abord, ça permettrait éventuellement d'avoir un peu d'argent, de les taxer donc face à l'endettement. Ensuite, ça permet aux États-Unis de dire qu'ils rentrent un peu dans le rang par rapport notamment à Trump, qui sont associés à l'ensemble des pays, notamment sur ces questions. Et après, quand même, le troisième point, c'est que c'est une manière aussi de dire qu'il n'y a pas que les GAFAM dans les déclarations américaines, de dire qu'ils voudraient taxer les entreprises au niveau mondial. Parce que jusqu'à présent, en Europe, c'était surtout les GAFAM qui étaient dans le collimateur. Et là, peut-être que, d'une manière malicieuse, les États-Unis disent OK, il y a les GAFAM, mais pas qu'elles. Ce qui permettrait peut-être, ce serait du second degré, et de dire aux Européens notamment, attention, si on rentre dans ce jeu d'hypertaxation. Vous avez aussi des multinationales qui payent peut-être un peu moins d'impôts à l'étranger que ce qu'elles devraient. Bon, effectivement, c'est une manière de court-circuiter un petit peu l'idée de la taxe GAFAM qui est déjà déployée dans certains pays, dont la France, bien sûr. Merci beaucoup, Eric. Eric Turgeman qui était avec nous pour quelques remarques et quelques commentaires de marché par téléphone, le directeur de la gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.